Bonjour à tous, j'ai l'honneur de déclarer ouverte ces rencontres littéraires. Nous avons voulu cette manifestation, vous le savez, pour faire rayonner la francophonie, pour développer l'interaction entre les écrivains, les éditeurs, les lecteurs, bref, pour faire rayonner la littérature, pour contribuer en tout cas à faire exister, vivre et rayonner la littérature. La littérature, ce n'est pas abstrait, la littérature, elle se transmet par les livres et nous avons tous le devoir d'être des transmetteurs. Cette année, nous le faisons dans un contexte particulier, dans ce contexte qui, en raison de l'épidémie de Covid-19, porte atteinte à ce qu'est l'être humain en lui-même, à ce qui fait son identité, son essence. C'est une réalité ontologique que l'être humain est un être culturel. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue des autres espèces animales. Et cette culture aujourd'hui, elle est mise à mal par l'incapacité des êtres humains à se rencontrer en raison des règles qui accompagnent la lutte contre l'épidémie de Covid-19. L'objet n'est pas ici de contester ces règles, même si j'ai écrit sur ce qui pourrait être fait et ce qui est fait ailleurs pour être plus efficace contre cette maladie, et parallèlement ce qui serait moins destructeur de rapports humains, qu'ils soient économiques, sociaux, intellectuels, culturels, spirituels. Ce qui est certain, c'est que cette situation dans laquelle nous vivons est une opportunité pour rappeler que l'humanité n'est pas que biologique, que l'humain n'est pas que biologique, que la vie n'est pas que biologique, même si c'est presque un oxymore. La vie d'un être humain, elle est aussi spirituelle, elle est aussi culturelle, elle est aussi politique. Bref, elle est dans les échanges. Alors je nous souhaite des échanges, malheureusement à distance. Je veux remercier ceux qui ont rendu possible ce qui était nécessaire, c'est-à-dire l'organisation de ces rencontres littéraires, et en particulier la direction de la culture. Je veux remercier les auteurs qui sont avec nous et qui nous font l'honneur de partager leur expérience créatrice avec les Cannois et tous ceux qui nous rejoindront dans ces échanges. Et puis dire que plus que jamais, nous devons faire exister et rayonner la culture. L'enjeu est économique, l'enjeu est social, l'enjeu est la création de valeur, l'enjeu est avant tout dans notre humanité. La culture est un combat en permanence, il faut le mener. Il faut le mener, c'est pas un combat gadget, c'est pas un combat de nantis, c'est pas un combat de bobos, c'est le combat de ce qu'est l'humain. L'année dernière, parmi les grands auteurs que nous accueillions déjà, il y avait le très grand Boualem Sansal, qui d'ailleurs nous salue, que j'ai eu très récemment en ligne, et il écrivait dans ce qui est devenu son avant-dernier roman, À la fin du monde, que plus on diminue les hommes, plus ils se voient grands et forts. Alors voyons-nous dans notre fragilité biologique et humaine, voyons-nous petits, voyons-nous tels que nous sommes, mais voyons-nous libres, et soyons libres. Cette liberté, elle a un nom, c'est celle de la littérature, c'est celle de la culture, qui relie les êtres humains au-delà de leurs différences et qui nous émancipe individuellement. C'est en ça que la littérature est un lien et fait du sens. Alors merci à vous, vive la francophonie, vive la littérature, vive nos librairies et notre seule librairie indépendante de Cannes autour d'un livre qui mérite qu'on la défende. Merci à vous, belle rencontre littéraire, vive Cannes. Bonsoir à tous, bienvenue à nos invités, l'écrivaine Shumona Sinha et son éditeur au sein de la maison Gallimard, Jean-Marie Laclaftine. Avant de rentrer dans le débat et dans l'entretien proprement dit, ce second entretien des rencontres littéraires, je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu par Jean-Marie Laclaftine à l'écrivain Daniel Cordier, mais qui n'était pas seulement écrivain, qui avait été aussi marchand d'art et non des moindres, mais surtout il avait été l'un des grands résistants de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était l'adjoint, le secrétaire plutôt de Jean de Moulin. Et par ailleurs, je rappelle qu'il vivait à Cannes, effectivement, il habitait tout au bout de la Croisette. Nous étions allés le voir chez lui. Nous avions d'ailleurs consacré un hommage sous la forme d'une exposition qui avait eu lieu dans la galerie de la Malmaison. Et comme Jean-Marie l'a rappelé,
Daniel Cordier avait été le premier invité de nos premières rencontres littéraires en 2014, donc aux côtés, effectivement, de Laïla Slimani. Donc voilà, je tenais à saluer et à dire mon émotion pour cette disparition. Donc je referme cette parenthèse pour en revenir au sujet de notre entretien, puisque nous accueillons Shumona Sina, et non pas Laïla, comme je l'ai dit tout à l'heure. Shumona Sina, je vous la présenter brièvement, eh bien, elle est née à Calcutta, dans une famille d'enseignants. Le père est professeur d'économie, de tendance marxiste et athée, et d'une mère professeure de mathématiques, mais plus traditionnaliste. Alors, elle possède une tante maternelle qui est traductrice du sanskrit à l'allemand et de l'allemand au sanskrit. Et donc, enfant et adolescente, Shumona va vivre entourée de livres, achetés à la fois par ses parents, mais également par sa tante, traductrice. Et on l'imagine dévorant non seulement les littératures bengali et indiennes, mais aussi russes, américaines, françaises et espagnoles, à travers leur traduction en bengali et en anglais. En 1990, l'adolescente reçoit le prix du meilleur jeune poète du Bengale. Comme tous les Indiens de son milieu social, elle parle plusieurs langues indiennes et l'anglais. Mais Shumona a un rêve. Elle rêve de vivre à Paris et pour cela, elle va s'en donner les moyens à l'âge de 22 ans en étudiant à Calcutta le français, langue dont elle est tombée amoureuse, selon son témoignage, dès sa 14e année. Donc, Shumona Sina est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Tout d'abord, Fenêtre sur l'abîme, qui est paru en 2008, roman qui a été publié en français, aux éditions de la Différence. Puis, en 2011, Assommons les pauvres, Calcutta, qui a été publié en 2014, Apatride en 2017, et en 2020, au mois de mars 2020 plus exactement, son 5e roman, Le Testament russe, donc paru, publié aux éditions Gallimard. Donc, de quoi s'agit-il dans ce livre, ce roman? Bien, succinctement, c'est l'histoire d'une jeune fille de Calcutta qui a connu dans son enfance une existence vraiment difficile, à la fois parce qu'elle était mise à l'écart par les adolescents de son âge, mais aussi et surtout parce qu'elle a été mal aimée dans sa famille. Dans sa famille, elle est surtout détestée par sa mère, et cette jeune fille qui se prénomme Tania, elle ne peut se contenter de l'affection discrète de son père, qui est un homme au fond assez timide, effacé. Et ce dernier, le père de Tania, en fait, possède un atout majeur aux yeux de la petite fille, puis de l'adolescente, c'est qu'il est bouquiniste. Et c'est dans son échoppe de bouquiniste que Tania va se réfugier parmi les livres, tous les livres qui lui tombent sous la main. Donc les livres eux-mêmes deviennent un véritable refuge, une véritable source d'évasion. Et elle se prend de passion pour un certain nombre d'écrivains, mais en particulier pendant sa jeunesse et son adolescence, elle lit avec beaucoup de passion la littérature d'auteurs russes publiés par une maison d'édition qui s'appelait Raduga, maison d'édition qui a existé de 1920 à 1930. Et en 1930, en fait, elle a cessé brutalement d'exister sur ordre du régime soviétique qui estimait qu'elle n'était pas du tout dans la ligne du parti compte tenu de la futilité, dixit, de ses publications. Donc, fin des éditions Raduga en 1930, et en 1933, le fondateur de cette maison d'édition, qui s'appelait Klyatchko, eh bien, il décède à Moscou. Et Tania, qui lit bien sûr
bien d'autres choses, va se souvenir de cette maison d'édition alors qu'elle est une jeune adulte, et elle va se prendre de passion pour cet éditeur que tout le monde a oublié, Kiliachko, au point qu'elle décide de entrer en contact avec sa famille. Alors elle retrouve la trace de son unique descendante, qui est sa fille, Abel, qui, au moment où elle lui écrit, c'est-à-dire en 1980, est une vieille dame âgée de 80 ans et qui vit dans une maison de retraite de Saint-Pétersbourg. Et donc, Tania décide, ni plus ni moins, de lui écrire. Et tout le roman va être construit en quelque sorte sur l'alternance de deux voix. D'une part, la voix de Tania, qui écrit cette longue lettre à la vieille dame, et d'autre part, la voix de Adèle, la fille de l'éditeur, Kiliachko, qui est extrêmement bouleversée, perturbée par l'intérêt complètement inattendu de cette jeune fille qui vit très loin d'elle, dans une culture et un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ignore. Donc cet intérêt inattendu pour son propre père, Kiliachko. Voilà, en quelques mots, comment on peut résumer l'intrigue de ce livre. Et là, je m'adresse à Shumona en lui posant donc une première question. Je récapitule en fait les différents personnages qu'elle a créés à travers ses différentes œuvres. Alors, il y a tout d'abord le personnage de Madjuban, jeune femme à la dérive après avoir découvert Paris dans son livre Fenêtre sur abîme. Après, le portrait de la jeune interprète d'Assommons les pauvres, puis de Trisha, la jeune femme qui ne reconnaît plus sa ville, Calcutta, quand elle finit par s'y rendre. Mina, la jeune femme, la jeune Bengali, déchirée entre deux villes, Paris et Calcutta, dans Apatride. Donc, après ces différents portraits, que représente pour vous, Tania, le personnage de votre dernier livre, Le Testament russe? Oui, bonsoir à tout le monde. Merci de m'inviter et merci pour cette introduction parfaite. Je voudrais dire que je parle de moi pour parler d'autre chose, parler du monde. Et je prête mon corps, mes souvenirs pour créer des personnages romanesques. C'est toujours des rôles de recomposition dans mes romans, dépit même qui est plutôt un récit. Le premier texte, Fenêtre sur l'abîme avec Madjuban, c'est un tissage assez intrinsèque, c'est un tissage entre les souvenirs personnels pour tenter de rejoindre la mémoire collective pour créer la fiction. Et ces femmes, en vous écoutant, j'ai même envie de dire, cette femme, c'est finalement peut-être une seule femme qui me ressemble beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait moi, c'est pas tout à fait moi non plus. J'avais envie de suivre son chemin, j'avais envie de suivre son parcours, et pas de façon linéaire, chronologique, que d'abord je vais raconter dans un roman son enfance, et ensuite la jeunesse, etc. Madjuban, je le pose, je l'abandonne dans le plein Paris, avec plein de names dropping, dans toutes les références culturelles parisiennes qu'on peut imaginer. Et plus tard, elle est interprète à l'Ofpra, c'est encore une identité, un fragment dans son identité, parce que elle qui me ressemble, moi qui étais interprète moi-même pour les demandeurs d'asile Bangladesh, à ce moment-là également j'étais écrivaine, enfin j'écrivais des livres, je traduisais des poètes français, donc elle n'est pas tout à fait moi non plus. Et chaque fois, je prends un fragment de moi et le reste je recompose. Ça devient, toutes les femmes deviennent des personnages fictifs, j'espère en tout cas. Et ça m'a toujours intéressée, je pense qu'aujourd'hui encore, ce qui m'intéresse à travers ces personnages féminins dans mes livres, dans mes romans, c'est de comprendre, essayer de comprendre et de montrer aussi à ma façon la place de la femme
dans l'espace urbain, le corps de la femme dans l'espace urbain. Oui, Regarde l'autre. oui, c'est vrai, d'autant qu'il y a deux villes qu'on retrouve systématiquement, c'est Paris et Calcutta. Je vous laisse continuer. Oui. Alors là, cette fois-ci, pour le dernier, je suis allée ailleurs, un petit peu à Saint-Pétersbourg, plutôt même à Leningrad. Ça se passait plutôt à Leningrad qu'à Saint-Pétersbourg, si on suit bien l'histoire soviétique. Oui, j'ai envie de placer cette femme sur la carte du monde, ailleurs aussi. Mais vous savez, c'est très intéressant. On peut parler pendant des heures à chaque fois, parce que vous me dites, ça stimule des pensées. Pourquoi raconter Calcutta si on veut aspirer à la mémoire collective, à l'universel? Mais c'est-à-dire que si un écrivain français de souche, c'est très mauvais de parler comme ça, mais français de naissance, si lui, il raconte l'histoire qui se passe en Normandie, à Nice ou à Cannes, ça peut être toujours à la fois française, une histoire française et universelle. L'écrivain français peut aller au Tibet ou en Chine ou en Afrique ou aux États-Unis, ça va rester toujours des fictions françaises. Tandis que quand les écrivains qui sont comme moi, venus d'ailleurs, si on raconte l'histoire dans notre pays d'origine qui se passe, l'intrigue, ça se passe dans notre pays d'origine, ça risque, je ne dis pas que c'est toujours le cas, ça risque de devenir l'histoire un peu exotisante, qu'on raconte, c'est un peu les références ethniques. Donc, moi, j'ai envie de toujours raconter l'histoire de l'Inde parce qu'il y a tellement de clichés, tellement d'idées reçues, et on a des idées très figées sur l'Inde d'autrefois, partielles, religieuses, yoga, tapis de yoga, tout ce qui est de... C'est vrai que vous évitez, oui, vous évitez ce genre de poncif, en tout cas, d'images un peu folkloriques, de représentation schématique de l'Inde. Continue à être véhiculé. Donc, du coup, j'ai toujours envie de démontrer, dévoiler, en tout cas peindre d'autres images de l'Inde telles que j'ai connues, telles que je continue à connaître. Donc, dans mes romans, l'Inde revient, mais dans les prochains, peut-être que j'ai ailleurs. Oui. En tout cas, alors, une chose qui m'a frappé, avant de continuer, c'est cette présence. Alors, dans les années 50 jusqu'en 1989, c'est à dessein que j'ai 1989, c'est-à-dire la fin du régime soviétique, cette présence très forte des communistes dans l'Inde, enfin, ce que, vu d'ici, on n'imagine pas peut-être en France, mais il y a des jeunes intellectuels de communistes qui sont extrêmement remuants, extrêmement présents, en tout cas dans la société bengali, en l'occurrence à Calcutta. Oui. Alors là aussi, j'ai eu toujours l'impression qu'à part quelques spécialistes, envoyés spéciaux et quelques amis, la plupart du temps, quand on parle de la scène politique de l'Inde, c'est toujours la famille, la dynastie Gandhi, à ne pas confondre avec le Mahatma Gandhi, évidemment, famille d'Indira Gandhi, son père Jawaharlal Nehru. Et puis, il y a des religieux, malheureusement, les fanatiques religieux qui sont actuellement au pouvoir. Et quand on parle des mouvements de gauche, de toutes les nuances de rouge, rose pâle, rouge très foncé, on parle souvent des maoïstes, on parle souvent des gauches radicaux, des maoïstes, des naxalites. Donc, moi, j'ai eu envie de montrer que non, c'est une erreur, c'était une information très fausse. Et qu'au Bengale occidental, au Kerala, deux régions, ces deux États, pendant 34 ans, Bengale et l'autre un peu plus, presque 40 ans, ont été gouvernés par le Parti communiste, pas les maoïstes, et que ces deux États ont été gouvernés de façon laïque, la religion et l'État, c'est vraiment été séparés. Ça aussi, vous avez évoqué longuement mon enfance et mon adolescence, c'est aussi au fait que je ne suis pas de Bihar ou de Pradesh ou de Rajasthan, vous voyez, les États qui sont très imprégnés par la culture religieuse de l'hindouisme spécialement, particulièrement, et que venir de le Bengale occidental, c'est quelque chose de très particulier parce que on a grandi avec cette ambiance de très gauche, communiste, qui n'était pas un système totalitaire parce que c'est un parti élu au sein du Parlement.
on parlait que dans la révolution uniquement dans des syndicats pour les étudiants, les gens en ont envie, on a besoin d'entendre ces mots-là peut-être. Mais en tout cas, j'avais envie de montrer cette jeunesse communiste. Et puis leurs limites, leurs discours dogmatiques qui risquent de devenir totalitaires, leur façon de voir des choses, même dans les années 80-90, comme si on était dans les années 30 en URSS, qu'on voit dans le livre de Testament russe que Tania, elle est d'abord communiste, elle est très enthousiaste, elle rejoint la politique par la poésie, mais ensuite c'est la poésie qui devient la contrainte parce que ses camarades chefs ne comprennent pas qu'ils n'acceptent pas que la littérature elle est sans frontières et que pour eux, c'est une déviation idéologique, c'est une dissidence bourgeoise de lire autres livres que les propagandes communistes. Donc, j'avais envie de raconter tout ça. Oui, et alors, justement, vous parlez des livres, et alors, j'enchaîne, je reviens au livre lui-même, parce que dans votre livre, dans votre roman, il y a des personnages, alors, les bouquinistes, les libraires, les écrivains, éditeurs, lecteurs aussi, qui sont des personnages, au fond, à part entière. Et je me demande si, au fond, le sujet, ou le vrai sujet peut-être du roman, n'est pas la fascination exercée par l'univers du livre sur Tania. Absolument, c'est le sujet. Je voulais écrire un livre, et je dis bien livre parce qu'au début, au printemps 2017, juste après avoir publié mon avant-dernier livre, Apatride, quand j'ai commencé à écrire les premières pages, je ne savais pas encore que ce serait une fiction ou un essai, parce que moi, j'avais envie de rendre hommage à la fascination, à rendre hommage à des livres russes, et la fascination des Bengalis pour la littérature russe, classique et soviétique. Oui, parce que vous parlez le russe aussi, hein? Oui, oui, c'est ce que oui, c'est ce que je voulais parler des livres, la fascination des livres russes aussi. Et il y a des personnages, par exemple, le libraire Vuvonchen, j'ai fait un lapsus très intéressant, mais on n'aura pas le temps de tout raconter. Et c'est un personnage fictif, mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais je le vois. Il est fictif, mais je le vois derrière son comptoir, qu'il est un massis, qui n'attend pas la lumière sur lui, mais il est dévoué au livre. Et puis, tu as des personnages comme ça, et puis j'avais envie de rendre hommage à la littérature et à la fascination des Bengalis pour la littérature. Et c'est comme ça, à Paris, j'ai commencé à me renseigner sur la littérature russe, et puis des écrivains de la communauté juive, comment ils vivaient en URSS, j'avais envie de savoir ça, et je tombe sur un petit pamphlet de programmation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ils ont organisé une exposition en 2015, et là, ils ont fait un petit livret sur la littérature russe jeunesse, et là, il y avait un petit paragraphe sur Lev Moïsevitch Kliatchko, un paragraphe sur les éditions Raduga, parce que le livre n'était pas seulement de Raduga, mais aussi de Progrès. Et puis le MI, c'était pas pour la littérature, mais pour les livres scientifiques. Et donc, quand je découvre la vie de Kliatchko, mais je suis bouleversée, je suis tombée malade pendant une semaine, je ne savais pas si je devrais continuer, si je pouvais continuer à écrire ce livre. Je n'arrivais pas à croire qu'un homme qui était fondateur de la maison d'édition, qui a publié des livres fabuleux, qui pendant des décennies, ces livres ont été traduits dans plus de 50 de langues dans le monde, diffusés, et moi j'ai grandi avec toute ma génération, et lui, il a connu un tel destin tragique, il va mourir, sa maison sera fermée. Donc après, au bout d'une semaine, je me ressaisis et je commence mes recherches, et je vais d'un pays à l'autre, France, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, je vais trouver sa trace dans son arrière-petite-fille, et puis voilà, le livre, l'écriture et la recherche vont continuer ensemble. Oui. Oui, et justement, autre question que je vais vous poser, est-ce que Tania, donc le personnage de votre roman, Oui. qui est exécuté par ses parents, qui, par exemple, un beau jour découvre qu'elle
elle a écrit un journal intime et il s'en empare et il la détruise. Et alors, quand elle revient de l'université, elle est moquée par sa mère et le journal intime est brûlé. Et ses parents, qui d'ailleurs, dans le livre, je reprends votre expression, auraient aimé tailler leur fille comme un bonsaï. Je crois que l'expression est magnifique parce que vous avez le goût des métaphores, on va peut-être en reparler, mais celle-ci est particulièrement belle et expressive. Et donc, la question donc, que je me posais, c'est que du fait de cette persécution, est-ce que Tania ne se sent-elle pas solidaire de tous ces écrivains persécutés pendant cette période? Rappelons que dans les amitiés, les relations de Klyatchko, il y avait quand même un certain Maxime Gorky qui l'avait défendu, qui avait réussi à lui éviter la prison. Bon, est-ce qu'elle, donc, Tania ne se sent pas solidaire de ces écrivains persécutés en Union soviétique et donc de l'éditeur Klyatchko? Enfin, je pense que c'est un peu ce que vous disiez précédemment. Alors, il y a deux choses. Il y a un double jeu et double jeu. Puisque Tania me ressemble beaucoup, peut-être que moi, en tant que romancier et écrivaine, j'avais envie qu'elle ressemble, vous voyez, de les associer, de les unir quelque part dans ma fiction. Peut-être une partie, c'est ça, créer une intention fictive. Mais aussi, vous avez raison, c'est que si on reconnaît la part réelle de cette histoire et que je n'ai pas envie de prétendre que cette histoire de la violence qu'elle a vécue, qu'elle a subie de la part de sa mère ou un petit peu de son père, c'est complètement fictif, je n'ai pas envie de le prétendre. Alors dans ce cas-là, oui, comme beaucoup d'enfants, adolescents, adolescentes, on a envie de trouver nos héros, nos héroïnes dans des livres. Et à un moment donné, j'ai fait dire à Adèle que peut-être que Bengali s'est fabriqué une biographie comme elle lit beaucoup Maxime Gorky. Elle est chez Maxime Gorky. Pour moi, personnellement, j'adore vraiment que c'est pas le Mère Courage, c'est surtout sa trilogie de sa livre biographique, son enfance, mes universités et dans le monde. Enfin, je traduis mal parce que je n'ai pas lu en français, je les ai lus en anglais. Et ces trois tomes, c'est fantastique. On voit comment il y a des multiples de personnages, centaines de personnages, ils sont tous montés, personne n'est bon, personne n'est mauvais, ils sont tous complexes, ils ont tous une part d'ombre et on ne peut pas les juger, ils sont au-delà de jugement, ils sont fascinants, ces personnages à Bondy fascinants, sa grand-mère elle-même, elle mendie, elle faisait de la mendicité parfois, grand-mère de Maxime Gorky, donc tout cela certainement m'a influencé moi et influencé Tania, oui, elle a trouvé ses alliés, ses héros, et c'est comme ça, probablement, elle a trouvé le courage, elle a trouvé la résistance, elle a commencé à avoir une peau dure. Vous parlez de résistance, c'est résistance à ces différentes formes d'oppression, mais au nom au fond, de ce qu'on pourrait appeler une internationale du livre. Là, on revient à cette valorisation de l'écrit qui est un peu le salut pour Tania, comme pour tous les gens de cette génération, enfin qui se réclament en tout cas. Oui, c'est très intéressant. Non seulement, je ne dis pas uniquement pour mon livre, Le Testament russe, en faisant des recherches pour ce livre-là, j'ai vu des gens qui sont pas forcément littéraires, qui sont pas écrivains du tout, ils sont de milieux de vie professionnelle, sociale très différents en Inde, non seulement à Calcutta, mais à Bombay, à Delhi, à divers endroits sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les sites, sur les blogs. Il y a des dizaines et des centaines de personnes, ils postent régulièrement leurs appréciations, leur amour, leur passion pour les livres russes et on voit comment il n'y a plus de frontières. Moi, je suis venue à la littérature non seulement pour traverser
frontières, mais pour voir les frontières effacées, ça n'existe pas. À partir du moment des bas âges, on commence à lire Dostoevsky, Gorky, Tchekhov ou Marquez, ou Kundera ou Olswenka, Toni Morrison, il n'y a plus de frontières. Donc, c'est vraiment l'intonation du livre et que si ça a été célébré d'une façon ou autre dans mon roman, le dernier, tant mieux, je suis contente. En effet. Alors, autre question que je voulais vous poser également. Donc, vous écrivez donc, dans le Testament russe au sujet de Tania, et je vous cite, « La langue étrangère lui devint un moyen d'escapade, une évasion, une chute libre dans le vide. D'abord, refuser le lait de sa mère, puis sa langue. » Et la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que la motivation de Tania, à travers la quête d'un éditeur étranger, la quête d'un éditeur étranger d'une autre époque, ne traduit pas le désir chez elle d'une nouvelle identité? Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Elle parle dans son visage. Ça commence. Si vous voulez, ce roman, c'est vraiment le corps de la femme, cœur de la jeune fille, cœur de la jeune fille va devenir jeune femme. Le corps de la femme. Oui, oui, oui. Le corps de la femme qui est martyrisée, maltraitée, et le visage de la fille, le visage de l'adolescente, le visage de la jeune femme est désavoué. C'est-à-dire, quand on commence à vivre comme un paria dans son propre pays, que les références ethniques finalement deviennent obsolètes, et on ne trouve pas les repères là, on ne s'identifie pas, les autres ne vous reconnaissent pas comme les leurs. Et à ce moment-là, quelque part, c'est instinctivement même, c'est un besoin vital de survie qu'elle a fait un saut dans le vide et elle atterrit dans une langue étrangère. Et c'est très proche à mon histoire, à moi aussi, hein, parce que quand on parle de l'exil, si en France je suis en exil, moi j'ai vraiment envie de dire que si en Inde, je serais aujourd'hui en exil, parce que ça fait depuis longtemps que je ne suis plus en phase des personnes, quelqu'un comme Tania. Je l'ai laissée un petit peu au bord de l'histoire. On ne sait pas encore si elle va quitter un jour l'Inde et arriver dans un pays étranger, en Russie en l'occurrence, mais elle est déjà en exil dans son propre pays, en Inde, dans son pays natal, dans sa langue natale, dans son milieu familial. Et là, donc, c'est la langue étrangère qui va devenir son salut. C'est là qu'elle va trouver sa nouvelle terre, hein, de survie, de vie. C'est là qu'elle va s'épanouir. Oui, effectivement. Donc, moi, quand je parlais d'une nouvelle identité, c'est bien une façon de renoncer à soi, faire table rase du passé. Donc, au fond, c'est comme une nouvelle naissance, quoi. Alors, naissance, renaissance, je voudrais bien, mais renonciation, vous savez, c'est très complexe, je pense, d'après mon expérience, c'est que quand on quitte son pays natal, quand on quitte sa langue natale, et quand on adopte qui devient une langue étrangère, qui devient une langue vitale, mais il n'y a pas de renonciation, il y a des deuils, il y a des ruptures, il y a des petites morts, il y a des choses qui sont étouffées, enterrées, mais c'est pas la renonciation, je n'ai pas envie de dire ça, ce sont des petits deuils qu'on a fait à l'intérieur de soi et on ne sait même pas, on ne contrôle pas tout, à quel moment, comment ces histoires anciennes dans sa propre vie rejaillir, comment elle irrigue aussi inconsciemment la nouvelle identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une rupture nette comme ça avant, après. Non, je ne pense pas que ça soit vraiment le cas, en tout cas pour Tania, je ne pense pas. Alors, pour comment dire, terminer sur ce que je souhaitais vous dire là, c'est que moi j'ai particulièrement été frappé par votre usage de la métaphore et je voudrais citer un exemple qui se situe tout à fait au début du livre. Okay. Au début du livre, c'est Adèle qui parle et Adèle
a coutume de rentrer chez elle dans la maison de retraite en taxi, la nuit, et dans les phares du véhicule, elle aperçoit soit des renards, des loups, pardon, ou des Mhm. sangliers. Et alors on pense que, au fond, c'est une façon poétique d'ouvrir le livre. Et en fait, à la fin du livre, du premier chapitre, on s'aperçoit que, au fond, ce n'est pas une image futile. Et je voudrais nous donner une lecture de la dernière phrase du premier chapitre, justement. C'est Adèle qui parle, Adèle qui vient de recevoir et qui est bouleversée, hein, qui vient de recevoir cette lettre de Tania, donc cette jeune fille qui est très, très éloignée, qui lui reparle de son père que tout le monde a oublié. Et donc, Adèle dit, je ne sais pas encore si c'est un vulgaire sanglier qui va fouiner. Elle parle de Tania. Je ne sais pas encore si c'est un vulgaire sanglier qui va fouiner, enivré de la puanteur des détritus, ou si c'est un loup immobile au milieu de ma nuit. Autrement dit, ce que l'on prenait pour une image dépaysante, une image poétique d'ouverture d'ouvrage, va se constituer en métaphore très forte qui constitue au fond l'interrogation d'Adèle sur cette jeune femme inconnue qui s'adresse à elle. Est-ce que c'est ce que vous avez essayé d'atteindre? Oui, merci beaucoup. Alors, premièrement, je ne saurais même pas vous dire, je ne saurais jamais dire d'où viennent ces images dans ma tête. Certaines images viennent au moment d'écriture, d'autres, elles arrivent, elles apparaissent et elles restent là dans ma tête quelque part et puis plusieurs années plus tard, je les utilise. Alors, mes métaphores, j'aurais envie de dire, elles sont jamais là pour faire joli. Ça m'intéresse pas de faire joli. Non, mais vraiment pas. Non, tout l'exemple que vous citez, Non, non, c'est tout non, à mais fait je sais, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça, je le dis. Et c'est quelque part, j'ai la prétention que ces images-là, qui sont déductives, ça vient d'une déduction et qui va donner, qui va apporter une lumière, qui va créer, donner une sorte d'explication que je n'écris pas directement frontalement. C'est ces images-là, ces métaphores-là qui vont éclairer les choses. Vous voyez? Donc, au début, ça commence par une métaphore, une image agréable, douce, et après, on voit qu'il y a une explication rationnelle quelque part. tout à fait. Vous voyez, c'est ce Absolument. rationalisme dans les métaphores qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et ça, c'est très remarquable. Écoutez, voilà, je vous remercie pour ces questions. Je vais m'adresser à Jean-Marie Laclaftine, votre éditeur. Oui. Bonsoir, Jean-Marie. Donc, Jean-Marie, vous êtes l'éditeur du roman de Shumona Sina chez Gallimard. Et dans la postface, Shumona vous remercie. Je crois que c'est vraiment sincère. Or, il se trouve que, oui, non, mais il faut tout dire, hein, et tout lire. Or, il se trouve que le sujet de ce livre est précisément la recherche d'un éditeur disparu. Et il faut en convenir, c'est un sujet quand même extrêmement rare en littérature, parce que généralement, l'éditeur, c'est un personnage ô combien important dans la publication, c'est-à-dire la venue au monde d'un livre, mais qui reste dans l'ombre de l'ouvrage qu'il a aidé à publier. Et alors, outre cette singularité du testament russe, qu'est-ce qui vous a particulièrement incité à le faire publier? Alors, d'abord, il y a eu la rencontre avec un livre précédent de Shumona, qui était Assommons les pauvres, qui est un livre extrêmement fort, qui m'avait vraiment enthousiasmé. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, parce que je l'avais mis sur la liste d'un prix, qui est le prix Valérie Larbaud. Et donc, comme elle a eu le prix, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et nous avons pu échanger sur sa conception de la littérature et puis sur la façon dont elle écrit. Moi, dans le Testament russe, ce que j'aime, vous avez souligné, José, l'importance des métaphores et en effet, c'est avant tout l'écriture de Shumona qui m'a interpellé, qui
qui m'enthousiasme parce que elle a des fulgurances poétiques et des images qui sont très belles et souvent inoubliables, en dehors du thème du roman lui-même. Par ailleurs, ce qui me touche beaucoup, c'est on a parlé de dépaysement, du fait que Tania, comme Shumona, est dépaysée. On parlait avec Leïla du pays des autres, et c'est peut-être un peu le propre des écrivains et des lecteurs, d'être dépaysés, d'être toujours dans le pays des autres. Et la littérature, c'est ce qui permet justement d'abolir les frontières. Mais il y a donc on est tous d'une certaine façon des transfuges à partir du moment où on entre en littérature. Mais quelque chose m'émeut encore plus, c'est ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, c'est le changement de langue. J'aime particulièrement les écrivains qui sont certes des transfuges, on l'est tous, mais qui font ce choix extraordinairement courageux et radical de changer de langue. C'est le cas d'assez nombreux auteurs, enfin en tout cas beaucoup d'auteurs auxquels je m'intéresse font ce choix qui me fascine, qui me bouleverse aussi d'une certaine façon. Et je sais que Shumona, par exemple, en choisissant d'écrire en français, ce qui est un choix vraiment très difficile, parce que écrire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ça pose des problèmes vraiment énormes. C'est aussi un choix qui l'interroge beaucoup et sur lequel elle réfléchit énormément. Et c'est souvent le cas des écrivains, je pense à Akira Mizubayashi par exemple, qui est écrivain japonais, qui vient d'avoir le prix des libraires et qui a écrit un livre qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Et il raconte son voyage d'une langue dans une autre, comme une libération. Et c'est un peu ce que disait Shumona tout à l'heure. Il y a quelque chose de libératoire, de libérateur dans le fait de choisir, de poser cet acte radical et admirable qui est aussi pour nous, Français, un cadeau extraordinaire. Je trouve ça très, très émouvant de voir que des écrivains choisissent notre langue pour créer de la beauté, une beauté qui ne peut appartenir qu'à eux. Et donc, c'est ça qui m'a... Tous ces éléments qui m'ont plu, en dehors du roman lui-même, qui m'a beaucoup touché, qui m'a surpris aussi par ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'importance de la culture russe, de la littérature russe et soviétique pour les Bengalis, ce qui pour nous est très dépaysant. Enfin, on a du mal, moi je n'avais jamais imaginé ça. Et c'est formidable de voir que la littérature est aussi un moyen de se transporter à travers les lieux, à travers les époques et à travers les esprits. C'est-à-dire que elle nous fait entrer dans un univers qui est notre inconscient à tous, qui est un pays où toutes les langues peuvent coexister, où toutes les nationalités peuvent coexister, toutes les classes sociales, toutes les époques. Et ça, c'est la puissance merveilleuse de la littérature et qui s'incarne dans des livres comme le Testament russe. Oui, et d'ailleurs, pour revenir sur cette importance, cette maîtrise de la langue française en l'occurrence, dans les ouvrages de Shumona Sinha, je veux signaler et rappeler qu'elle a obtenu de nombreux prix, dont je crois que c'est l'un des plus récents, le prix du rayonnement de la langue et des littératures françaises qui a été accordé, qui a été délivré par l'Académie française. Et le livre, d'ailleurs, a une tonalité qui serait une tonalité mélancolique, mais ce n'est pas au fond ce qui domine. Il y a aussi une énergie qui se dégage et qui est celle d'une femme donc qui va, au fond, inverser toute
la soumission que sa destinée voulait lui imposer si elle était restée justement dans son milieu familial, dans le pays, dans le quartier où elle a vécu. Et donc, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je ne peux que les inviter à lire le Testament russe, avant tout se procurer, bien sûr, en allant chez leur libraire de Cannes ou d'ailleurs, bien sûr. Et pour vous mettre en appétit, eh bien, je demande aux jeunes lecteurs comédiens de l'école régionale d'acteurs de Cannes de nous lire un extrait du Testament russe. Il s'agit plus précisément de Perrine Livache et Pierre de Brancion. Et avant de leur donner la parole, je vous salue à tous et merci encore, Shumona Sina. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie Clertine. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Prakash avait pour la littérature russe une clientèle fidèle. Les militants du Parti communiste, les étudiants en lettres, les jeunes poètes qui pullulaient dans le quartier de College Street, sortant du Presidency College et de l'université de Calcutta pour aller débattre pendant des heures au Coffee House, venaient à son stand à la recherche des auteurs classiques comme des contemporains. Le monde ne voyait alors qu'un petit bout de l'iceberg de l'URSS. Au Bengale, les militants et les intellectuels survivaient dans leur bulle, protégés du nationalisme religieux qui envahissait de plus en plus le reste du pays. Prakash se procurait régulièrement des œuvres de Tolstoï. Dostoïevski, Tourgueniev, Tchekhov, Pouchkine ou Gorky, ainsi que les livres pour la jeunesse de Dimitri Mamin-Sibriak, Arkady Gaïdar. Tania les empruntait sans demander à son père, qui feignait de n'en rien apercevoir. En dernière page, toujours, un message était adressé au lecteur. Nous vous serions très reconnaissants de recevoir votre opinion sur le contenu de ce livre, sa traduction et sa présentation, ainsi que toute suggestion que vous voudriez formuler. Nous espérons que la littérature russe et soviétique traduite en votre langue maternelle vous permettra de découvrir la culture et le mode de vie du peuple de notre pays. Au-dessous, l'adresse des deux maisons d'édition principalement concernées. Édition Radouga et Édition Progrès. Toutes les deux au 17, parfois au 21 boulevard Zubovski, Moscou, 119 859, URSS. Plusieurs fois, Tania eut l'idée de leur écrire, mais jamais elle n'en eut le courage. Moscou n'existait que dans ses rêveries, et toute possibilité d'établir un lien réel avec cet empire chimérique lui semblait inutile. Elle avait l'impression de lire toujours la même histoire. Un homme pauvre, misérable, foudroyé de malheur, qui était amené sans cesse à traverser et à surmonter 1000 obstacles. Il mangeait du pain noir. Un chien fatigué l'accompagnait partout. Il buvait de la vodka avec ses amis d'enfance près du feu avant d'être arraché à sa famille, à sa ville, à sa bien-aimée, et de partir loin, au front, dans la neige, sous l'orage, atteint de typhus. Il portait un manteau en cuir et possédait un revolver. Il tremblait, mais se tenait debout, droit, comme un drapeau contre le vent. Une bande de moineaux prirent soudain leur envol avant de se disperser dans le ciel d'avril, comme une poignée de lentilles jetées en l'air par une cuisinière impatiente. Tania baissa furtivement le regard vers le livre posé dans son giron, parcourut quelques phrases en vitesse, puis releva les yeux vers le tableau noir, hocha la tête en faisant semblant d'écouter l'enseignante. Ce jeudi après-midi, Madame Bazu faisait son cours sur l'histoire de la Chine. Les dessins des vases Ming laissaient de drôles d'impressions sur la neige de la toundra. Tania était si absorbée par son jeu qu'elle ne remarqua pas que Madame Bazu avait cessé de parler et qu'elle la fixait, mi-fâchée, mi-amusée.
Sa voisine lui donna un coup de coude. Tania dut se faire violence pour arracher son regard du livre. Puis elle dit « Oui, oui », et hocha la tête en direction du tableau. La classe entière éclata de rire. Madame Bazu dit « Partage donc avec nous ce que tu lis si goulûment en cachette. » Ses camarades l'accusèrent de lire des livres étrangers. Des histoires de gens qui vivent ailleurs, loin. Là où il neige et il fait si froid que même les pères et les mères boivent de l'alcool sans vergogne. À la demande de la classe, l'enseignante invita Tania à monter sur l'estrade. Dos au tableau noir, les mains sur la boucle de la ceinture rouge qui enserrait son uniforme blanc, Elle commença alors à raconter l'histoire d'Artaud, le brave chien qui avait refusé d'être vendu à des riches, avait mâché sa laisse pour se libérer, sauté de hauts murs, traversé la nuit puis retrouvé son maître, un adolescent orphelin, apprenti saltimbanque auprès d'un vieil accordéoniste. Tania s'arrêtait sur chaque détail, exagérait, brodait suivant les réactions de ses camarades. Le mur de la demeure bourgeoise au bord de la mer de Crimée devenait de plus en plus haut. Les haies, de plus en plus épineuses. Le chien n'avait pas d'égal en drôlerie et en courage. Ses poils poussaient plus longs que les pages, de même que les rides du vieux, creuses, crasseuses, ses yeux ivres de vodka et de rêves dérisoires. Les filles éclataient de rire. Maudissaient la famille machiavélique qui avait volé le chien, retenaient leur souffle la nuit où le garçon longeait les murs d'enceinte au pas de course, puis soupiraient de soulagement lors des retrouvailles, hommes et chiens couverts de poussière et de brins de bruyère. Depuis, ses camarades comme ses professeurs de langue et de lettres l'invitaient, réclamant ses histoires. Tel Scheherazade, debout sur l'estrade, attrapant la boucle de sa ceinture rouge, elle leur racontait 1001 histoires. Sur Alienouchka qui ne dormait que d'un œil. Les poupées Chippy, Anya et Katia. Ainsi que le long pif Petrouchka et sa femme nerveuse, Matriona Ivanovna. Les deux sœurs, Olga et Genia, et leur copain Timur. Les fleurs modestes du champ. Et le moucheron solitaire, qui croyait que l'hiver n'était qu'une sale stratégie de l'homme pour tuer tous les moucherons du monde. L'heure avançait. Mais il restait parfois encore une poignée de minutes avant la sonnerie. Démarrait alors un épisode inédit. Il ne s'agissait plus de suivre les phrases qu'elle avait lues, mais d'inventer ce qu'elle aurait aimé encore lire. Tania découvrait le pouvoir de ses propres mots qui illuminaient les yeux de ses camarades, les mots qui coulaient et débordaient des pages. Et qui enveloppaient les jeunes filles hypnotisées, comme les lianes sur des statues. Elle découvrait la frontière fébrile entre le réel et l'imaginaire. Entre ce qui est écrit et ce qui s'écrit encore. Le goût pour l'inachevé. Comme la note précise en musique, chaque mot avait vocation à éveiller une émotion précise. Tel un chef d'orchestre, Tania menait sa baguette invisible et la classe entière s'exclamait en chœur, tout en nuances, en une chorale enchantée. Tania ne risquait pas de se faire couper la tête. Il s'agissait juste de pousser loin la ligne rouge du temps. L'étirer. Jusqu'à l'horizon. Jusqu'où pouvaient aller les jours de l'adolescence.